Bonjour, bienvenue à cette capsule d'information version webinaire portant sur les troubles anxieux et autres troubles liés au stress. Cette capsule, dans le fond, est présentée par l'organisme La Boussole, qui est un organisme qui vient en aide aux membres de l'entourage de personnes qui vivent avec différentes maladies mentales. Et je me présente, je m'appelle Sakina Mazuret-Kasmi et je suis psychoéducatrice, donc à La Boussole. Aujourd'hui, durant cette présentation, vous allez avoir accès, dans le fond, à diverses définitions des troubles anxieux, les manifestations possibles rattachées à ces troubles-là, qu'est-ce que le rétablissement aussi brièvement en santé mentale et les répercussions que peut avoir l'anxiété, dans le fond, sur les membres de l'entourage et la famille en général. Donc, pour commencer, je vais distinguer un petit peu 3 éléments de base là, en lien avec l'anxiété. C'est le stress, la peur et l'anxiété. Souvent, c'est des mots qui peuvent être utilisés dans le langage courant. Tu sais, stress et anxiété, je l'entends souvent comme de manière inversée. Les gens vont les mélanger un petit peu. Ce qui est important de comprendre, c'est que le stress, c'est un mécanisme qui va être biologique et qui est tout à fait normal. Et c'est ce qui nous a permis aussi de survivre comme être humain jusqu'à ce jour. Dans le fond, le stress, c'est ça, c'est que notre corps va produire euh, différentes hormones qui vont permettre de réagir face à des situations de stress. Notamment la chercheure Sonia Lupin qui explique elle explique un peu avec la chasse au mammouth le principe du stress, c'est-à-dire que dans le temps, dans le temps, il y a quelques années, lorsque les êtres humains allaient chasser des mammouths, ben, s'ils arrivaient devant le mammouth, ben, il y avait de l'énergie qui était créée pour être capable de combattre le mammouth, mais en même temps, s'ils arrivaient, puis qu'ils réalisaient qu'il y avait un troupeau de mammouths puis qu'ils n'étaient clairement pas assez équipés ou en tout cas assez de personnes pour combattre le troupeau, ben, ils devaient s'enfuir. Fait que d'une manière ou d'une autre, il y avait une énergie qui était produite. Puis c'est ça le stress aussi, c'est vraiment ce mécanisme-là biologique qui va se mettre en place et qui est essentiel à la survie de toute espèce, en fait. L'anxiété, c'est une coche au-dessus, si je peux dire. C'est que ça va être un état psychologique, puis la personne n'est pas forcément capable de dire qu'est-ce qui la rend anxieuse. Tu sais, des fois, ça peut être justement une peur qui ne sera pas identifiée. Donc, c'est un peu un état d'être qui va se manifester de différentes manières. On va le voir un petit peu plus loin. Fait qu'il peut y avoir des symptômes qui vont plus être justement émotionnels, somatiques, cognitifs ou comportementaux. Et la peur, ben, c'est aussi un mécanisme psychologique qui est plus à caractère affectif, donc sur le plan plus des émotions. La peur permet de réagir ou nous permet de lancer un signal d'alarme en fait à notre corps, comme de quoi il y a une menace. Les peurs, par contre, des fois, ce sont des menaces qui vont être réelles, d'autres, des fois, que ça va être imaginaire. Donc, c'est très subjectif comme concept. Puis, c'est ça, on va le voir un petit peu plus loin, mais tu sais, des peurs vont amener des comportements d'évitement ou vont amener différentes réactions chez les personnes. Puis, certaines personnes vont avoir peur d'une chose, d'autres pas du tout. Donc, d'où le côté très subjectif là, par rapport à tout ça. Plus spécifiquement, les troubles liés au stress et à l'anxiété, ce qui est important vraiment de retenir au travers de tout ça, c'est que c'est des personnes qui vont avoir des comportements qui sont excessifs. Vraiment, il va y avoir ça va être trop, là, en fait, la réaction au travers de tout ça. Et le mot principal, le mot-clé, c'est la souffrance aussi rattachée à ça. Parce que oui, les comportements sont peut-être excessifs, mais la personne vit avec une grande souffrance lorsqu'elle vit de l'anxiété. Et ça va venir aussi, pardon, ça va venir affecter le fonctionnement de la personne. Là. Tu sais, c'est pas juste un petit stress vécu dans la journée. Tu sais, ça va vraiment avoir des impacts sur son fonctionnement quotidien. Et ce qui est difficile aussi pour les personnes qui vivent avec beaucoup d'anxiété, c'est qu'ils reconnaissent que leurs comportements sont excessifs, que c'est trop tout ça, mais c'est plus fort qu'eux. Ils font pas exprès, c'est présent, l'anxiété est là, puis ça amène ces comportements-là. Fait que c'est difficile parce que si tu reconnais que tu as cette difficulté-là, mais que tu as beaucoup, beaucoup de misère à la gérer, ben ça amène souvent de la honte, ça amène différentes choses, puis on va le voir. Ça amène beaucoup d'évitement, beaucoup de fuite face à diverses situations, divers événements. Donc, les personnes ne sont pas déconnectées de ce monde-là. Elles réalisent qu'il y a vraiment des difficultés là, rattachées puis un caractère excessif. Là.
Je vais faire un petit tour rapide parce que dans le fond, la classification selon le DSM-5, en quelques mots, c'est le guide diagnostique. Dans le fond, ce sont les critères diagnostiques qui permettent à un psychiatre, un médecin, de déterminer si la personne a oui ou non un trouble en santé mentale. Donc, c'est vraiment le guide directeur par rapport à tout ça. Puis, c'était simplement pour expliquer que dans le DSM-5, il y a plus de troubles reliés à l'anxiété ou au stress que ça, mais on vous a mis les principaux ici. Donc, dans la catégorie des troubles anxieux, on va retrouver justement tout ce qui est attaque de panique ou troubles panique. Donc, ça, c'est des personnes qui ont des épisodes d'attaque de panique de une à plusieurs fois par année. L'agoraphobie, c'est la peur de se retrouver dans un lieu restreint, d'avoir de la difficulté à quitter le lieu. Troubles d'anxiété sociale, on est plus dans une anxiété intense dans diverses situations sociales. Les phobies spécifiques, c'est d'avoir peur d'une chose spécifiquement. Donc, admettons, avoir peur des araignées, avoir peur des hauteurs, le vertige, des choses comme ça. Tandis que le trouble d'anxiété généralisée, ce sont des personnes qui vont vivre beaucoup d'inquiétudes, beaucoup dans les et si, et si, et si. Donc, beaucoup de scénarios négatifs, beaucoup d'anticipation. Donc, en quelques mots, c'est un petit peu ce que ça peut rejoindre. Dans les troubles obsessifs, compulsifs et apparentés, on retrouve le TOC, dont on entend souvent parler, donc la personne qui a une obsession et que pour calmer cette obsession-là, doit accomplir un geste rituel, donc la compulsion en soi. Le geste peut être, oui, physique, mais ça peut être des fois des mantras, des paroles aussi. Et on a un beau mot de Scrabble, la thésaurisation pathologique. Donc ça, c'est les gens qui vont faire de l'amassement compulsif. Des fois, on entend parler aussi du syndrome de Diogène. Ça, c'est plus en lien avec de l'amassement, oui, mais d'un peu n'importe quoi, avoir des déchets. C'est pas juste d'empiler des lampes dans son salon. Là. Souvent, il va y avoir un côté un peu plus malpropre. Et sinon, les troubles liés à des traumatismes, des facteurs de stress. Ça, on entend de plus en plus parler dans les dernières années, notamment pour les militaires ou les personnes, les premiers répondants aussi, ambulanciers, pompiers, etc., qui sont souvent confrontés à différentes situations traumatisantes. Donc, ça, ce qu'on retrouve beaucoup là-dedans, ça va être notamment des flashbacks, des problèmes de sommeil, souvent des terreurs nocturnes, une hypervigilance aussi qui va être présente chez la personne. Donc, c'est ça. En quelques mots, c'est vraiment un très, très bref résumé des différents troubles, de certains des troubles anxieux ou liés au stress. C'était juste pour vous donner un tour d'horizon par rapport à tout ce qui peut exister. Aujourd'hui, dans le fond, on va plus se concentrer sur le phénomène de l'anxiété. Donc, l'anxiété se caractérise de différentes manières dans tous ces troubles-là. C'est sûr que chacun, comme je vous disais un petit peu, a ses spécificités, mais de manière générale, ça va être le même principe, les mêmes mécanismes en lien avec l'anxiété. Donc, ce qu'on retrouve pour les personnes qui vivent avec des troubles anxieux, c'est qu'il y a souvent des facteurs qui viennent prédisposer la personne. C'est un peu comme un facteur de risque, dans le sens que ce n'est pas parce que j'ai tous ces facteurs-là que systématiquement, je vais développer un trouble en santé mentale en lien avec l'anxiété. Par contre, c'est sûr que les personnes qui ont ces prédispositions-là, bien, sont plus à risque, effectivement, de développer. Fait qu'on va le voir en 3 étapes, les facteurs prédisposants, les facteurs précipitants et les facteurs de maintien. Donc, dans un premier temps, les facteurs prédisposants, bien, il peut y avoir une vulnérabilité biologique au stress. Dans le sens que s'il y a d'autres membres de la famille qui ont des troubles anxieux ou autres troubles de santé mentale, bien, il y a plus de risque d'avoir un débalancement sur le plan des neurotransmetteurs. Neurotransmetteurs, c'est simplement la chimie du cerveau qui nous permet d'équilibrer différents aspects de notre vie. Donc, c'est sûr que s'il y a des personnes avec des troubles de santé mentale, bien, je suis plus à risque, moi aussi, d'en développer. Il y a des problèmes de santé physique aussi qui peuvent avoir un impact là, sur le taux d'hormones, par exemple, tout ce qui est les problèmes de glandes thyroïdes. Donc, ça peut venir jouer justement sur ce balancement-là. L'abus, la consommation, le sevrage aussi des substances, drogues, alcool ou autres, médications aussi, des fois d'ordonnance. C'est sûr que ça peut venir envenimer un petit peu la situation. Sinon, bien, la présence de différents facteurs de stress dans l'environnement. Ça peut être des choses comme de l'intimidation, de la pauvreté, de la violence, s'il y a trop de surprotection, trop de rigidité, ces différents aspects, ça, on le retrouve, je vous dirais,
la majorité des troubles, des facteurs prédisposants en santé mentale. Il y a aussi le tempérament de la personne ou les traits de personnalité. Ce que la science nous dit, dans le fond, c'est que les gens qui développent des troubles anxieux, bien, ça se peut qu'il y ait une plus faible estime d'eux-mêmes que d'autres personnes, qui soient peut-être un peu plus rigides aussi sur certains aspects, plus pessimistes. Puis souvent, ce sont des personnes qui peuvent aussi penser en termes absolus. Dans le sens que c'est sûr que ça va arriver. Donc, dans ces moments-là, c'est plus dur d'aller chercher des nuances, puis d'aller trouver des alternatives peut-être au scénario catastrophe ou on est plus dans une rigidité au travers de tout ça. Donc, c'est sûr que si la personne de base a ce tempérament-là ou ces traits de caractère-là, ben, est plus prédisposée. Et finalement, traumatisme et autres de l'enfance. Donc, ça, encore une fois, c'est le genre de critères qu'on retrouve dans les différents troubles. Dans les facteurs précipitants, comme je vous disais, c'est des facteurs qui souvent, ben, souvent, c'est un peu comme la goutte de trop. Hein? Quand ça arrive, puis souvent, malheureusement, ces facteurs-là n'arrivent pas seuls. Des fois, il y en a plusieurs en même temps. Donc, c'est là que vraiment les troubles anxieux risquent plus de se présenter. Donc, tout ce qui est un peu facteurs sur lesquels on n'a pas forcément beaucoup de pouvoir, là, donc des traumatismes physiques ou psychologiques, c'est-à-dire des accidents, des agressions, des catastrophes naturelles, des incendies, vivre un vol, toutes des choses comme ça, donc qui peuvent justement faire déclencher des troubles. Les différents stresseurs psychosociaux que je vous dirais, ces stresseurs-là sont des choses plus normales de la vie courante. C'est toutes des choses qu'on va plus ou moins expérimenter. Donc, un premier emploi ou un changement d'emploi, par exemple, une rupture, un divorce, un deuil, une perte d'emploi, un achat important, mettons une propriété, une voiture, qu'importe, ça amène quand même du stress. Ou d'autres stresseurs qu'on pourrait dire plus chroniques. Donc, admettons, si j'ai depuis des années des problèmes, je ne sais pas, moi, relationnels avec mon frère, bien, ça risque de venir, s'il y a une plus grosse chicane, bien, c'est un facteur de stress de plus, des difficultés professionnelles, des difficultés avec la famille, une maladie, soit moi-même, je reçois un diagnostic de quelque chose ou quelqu'un qui est significatif pour moi, des conflits, des difficultés financières, etc. Fait que, tu sais, l'ensemble des stresseurs de ce monde, dans le fond, peuvent venir précipiter un épisode d'anxiété ou en tout cas un début de troubles anxieux liés au stress. Et les facteurs de maintien, donc, ce qui risque de faire maintenir justement les difficultés en lien avec l'anxiété, bien, on va trouver certains aspects qui vont être plus cognitifs. Donc, des personnes qui vont peut-être être dans la surestimation du danger, qui vont être beaucoup dans l'anticipation négative. Je vais vous en parler un petit peu plus loin, mais c'est de se faire des scénarios catastrophes. Scénario catastrophe, bien, ça le dit, c'est souvent pas très positif. Donc, dans le côté très négatif là, de la situation. Sur le plan comportemental, l'évitement, la fuite, je vous dirais que c'est un des mécanismes les plus utilisés par les personnes qui vivent de l'anxiété parce que justement, comme je vous disais tantôt, ben, ils sont dans une souffrance, ils sont conscients que leurs comportements sont excessifs, fait qu'ils vont essayer d'éviter ces comportements-là et c'est très compréhensible. Ça ne règle pas, évidemment, les difficultés vécues. Souvent, bien, ça peut apaiser, mais à court terme, la souffrance vécue, mais c'est quand même un moyen qui va être utilisé fréquemment. Ou prendre des précautions excessives, donc vraiment mettre de la ouate là, dans une situation pour éviter justement... bien, en tout cas, souvent, ça va maintenir la personne parce que plus je suis dans les précautions, bien, moins je me confronte, admettons, à ma peur ou quoi que ce soit. Le soutien social inapproprié, bien, malheureusement, soit la personne va s'isoler elle-même ou ça se peut que ses comportements soient dérangeants, donc qu'elle soit isolée aussi par son entourage. La surprotection de l'entourage ou l'adaptation excessive aussi de l'entourage vient en quelque sorte conforter la personne dans sa manière d'agir ou quoi que ce soit. Fait que, tu sais, le but, c'est pas de mettre demain matin la personne dans un ascenseur si elle a une peur absolue des ascenseurs, mais tu sais, de ne pas s'adapter à tout non plus pour ne pas maintenir la personne là, dans ce genre de peur, d'anxiété, etc. Et les stresseurs chroniques, bien, c'est ce qu'on voyait précédemment, là, des difficultés relationnelles, à l'emploi, financière, etc. Donc, ce sont certains des différents facteurs de maintien qui peuvent être en place pour une personne qui vit de l'anxiété.
L'anxiété, ça se manifeste de vraiment beaucoup de manières. Ça va être propre à chacun. Et ce qui est important de savoir, c'est que l'anxiété n'est pas forcément visible. Des fois, il y a une espèce de préjugé que les gens anxieux, ce sont des paquets de nerfs, ils sont stressants, puis ils sont stressés, puis bon, tout ça. Souvent, il y a plusieurs manifestations d'anxiété qui vont être très intériorisées. Donc, à moins de brancher la personne sur une machine pour savoir son rythme cardiaque, ben, on ne remarquera peut-être pas là, qu'elle vit de l'anxiété. Ce n'est pas toujours visible ou perceptible par l'entourage, mais ça ne veut pas dire que la personne ne ressent rien et qu'elle ne souffre pas là, par en dedans. Donc, sur le plan physique, ça peut vraiment se manifester de différentes manières. Il peut y avoir des palpitations cardiaques, une pression sanguine élevée, des tremblements, des douleurs thoraciques. Des fois, même dans les cas d'attaque de panique, les gens croient qu'ils sont littéralement en train de faire une crise de cœur, par exemple. Et les symptômes vont être très semblables. Donc, la personne est convaincue qu'elle est en train de mourir, qu'elle est en train d'avoir un problème au cœur, donc peut-être même qu'elle est en train de mourir. Donc, c'est très, très difficile, là, physiquement parlant et psychologiquement pour les personnes qui vivent ce genre d'attaque-là ou quoi que ce soit. Le souffle court, aussi la vitesse de respiration, des sueurs, des nausées, des étourdissements, des engourdissements, des bouffées de chaleur, des frissons, une fatigue excessive aussi. Parce que de vivre tout ça, autant sur le plan physique que psychologique, on s'entend que c'est très drainant pour la personne, très difficile aussi. Sur le plan plus psychologique et émotionnel, les manifestations qu'on peut retrouver sont de l'irritabilité, de l'indécision aussi, parce que, tu sais, si je me fais beaucoup de scénarios, que je suis dans « Ah, mais là, si je fais ça, mais là, peut-être qu'il va arriver ça, puis là, il va se passer ça. » Puis là, bien, on extrapole tellement qu'après ça, d'arriver puis de dire « OK, c'est ça ma décision », bien, ça va être difficile parce que j'anticipe beaucoup, beaucoup de choses autour. Donc, la décision, souvent, c'est ça, ça peut être plus difficile dans les périodes anxieuses. Différentes inquiétudes et peurs, de la difficulté à se concentrer aussi, parce que, tu sais, justement, il y a tellement de choses. Tu sais, des fois, on entend parler du hamster, là. Bien, le hamster, mettons, qui est en préparation pour les Jeux olympiques, là. Tu sais, ça tourne, ça tourne, ça tourne, donc la concentration n'est pas forcément toujours là non plus. L'estime de soi, qui va être souvent très affectée, donc une faible estime pour beaucoup de personnes. Une perception négative de la réalité. Hein. Il y a beaucoup de filtres noirs devant les situations vécues et ça peut aller aussi dans des préoccupations, des fixations. Ça, c'est plus en lien avec les TOC. Sinon, bien, sur le plan comportemental, on peut retrouver de l'agitation chez la personne, de la désorganisation, hein, vu que la concentration est affectée, que j'ai de la misère à faire mes choix, bien, la désorganisation peut venir aussi au travers de tout ça. Difficulté dans les relations, c'est pas, eux, c'est pas facile, mais des fois pour l'entourage aussi, ça peut amener divers irritants, des comportements qui peuvent être plus dérangeants aussi. Tendance à s'isoler. Je le disais tantôt, là, les gens vont plus avoir tendance à éviter, à fuir pour ne pas trop souffrir. Il peut y avoir une augmentation de la consommation aussi de diverses substances. Là, ça peut être autant même la caféine, dans le sens que la personne cherche à se stimuler ou à calmer certaines choses. Donc, des fois, de tomber dans des rages de sucre, bien, ça peut essayer de calmer l'anxiété pour la personne. Les rituels, bien, encore une fois, c'est plus en lien avec les TOC. Puis l'évitement des situations exigeantes, bien, c'est ce que je vous dis plus tantôt, c'est un peu la base là, dans les comportements qu'on peut retrouver. Dans l'anxiété, de manière générale, il va y avoir différents comportements qui reviennent beaucoup. On va le voir dans les prochaines diapos. L'intolérance à l'incertitude est un des aspects assez importants justement en anxiété parce que, bien, de base, les certitudes dans la vie, personnellement, excepté que je suis née un jour puis que je vais mourir un autre, entre les deux, j'ai très peu de certitudes. Il n'y a pas grand-chose dont on peut être certain dans la vie. On ne sait jamais qu'est-ce qui va nous arriver. Donc, de base, tout être humain se doit de vivre avec une grande part d'incertitude, mais souvent, les personnes qui vivent de l'anxiété ont une plus faible tolérance par rapport à ça. Donc, comment ça va se passer? C'est qu'il va y avoir un enchaînement de pensées, justement. Il va se passer une situation X et là, la personne peut commencer à se faire des scénarios. Ah, mais là, si il se passe ça, puis là, si il se passe ça, puis là, tout ça, ces scénarios-là,
Dans le fond, ça va se transformer justement en inquiétude. Ça peut aller jusqu'à l'anxiété. Puis après, bien, ça amène une certaine démoralisation, un épuisement, parce que, bon, comme on disait tantôt, les décisions deviennent difficiles à prendre. Ça se peut que je m'isole, que j'évite des situations. Donc, ça amène vraiment diverses difficultés. Puis ce sont des personnes qui ont de la difficulté aussi, que même si la probabilité est très, très faible qu'un événement plus négatif arrive, voire nul, il y a quand même une probabilité. Je vous donne un exemple. Si, je ne sais pas, moi, si je suis allergique ou intolérante aux noix et que je vois que, bon, il y a des traces de noix dans un produit, bien, effectivement, il y a une chance sur je ne sais pas combien qu'il se passe quelque chose, mais il reste une chance. Donc, la personne va comme focusser sur le fait qu'il reste une chance, qu'il reste une probabilité que cela arrive malgré tout. Donc, tu sais, qu'on parlait un petit peu de rigidité tantôt, on est là-dedans là, un petit peu. Et souvent, c'est qu'il va y avoir une amplification des possibilités négatives. Tu sais, quand la personne se fait des scénarios, c'est pas des scénarios remplis de licornes, d'arc-en-ciel, puis tout le monde est heureux. Là. Souvent, c'est des scénarios un peu plus catastrophes, un peu plus négatifs. Donc, la personne va amplifier tout ça. Puis souvent, c'est ça. Quand on fait de l'appréhension, bien, c'est pas avec les meilleurs aboutissants possibles. Il y a vraiment un côté plus négatif par rapport à ça. Et justement, dans l'anticipation négative, c'est un peu ce qu'on appelle des scénarios catastrophes dans le langage courant. Donc, c'est souvent des scénarios que, tu sais, ça ressemble pas à un petit film c'est pas une petite comédie romantique. Là. On est plus dans des films de science-fiction, des films d'horreur, où est-ce que, tu sais, je sais pas moi, il y a un meurtrier, puis il marche, tout le monde court, mais il réussit à toutes les attraper. Là. On est dans des scénarios un petit peu comme ça. Fait que souvent, c'est qu'il va y avoir des erreurs cognitives. C'est que la personne va justement amplifier ou rigidifier certains aspects du scénario, donc va voir que le côté négatif ou à peu près. Dans le fond, quand les personnes font des scénarios comme ça, quand ils font de l'anticipation négative, c'est que leur hypothèse de scénario, pour eux, c'est sûr. Là. Ça va être ça, puis c'est sûr, ça ne marchera pas, puis ça ira pas bien. Là. On est dans... Il n'y a comme pas de possibilité de changement. Il n'y a pas de possibilité que, je ne sais pas moi, l'acteur principal du film agisse autrement ou quoi que ce soit. Il y a comme... On perd les possibilités, on perd un peu les réactions, les changements possibles au travers de tout ça. Et souvent, c'est que l'acteur, justement, le principal concerné, dans le scénario catastrophe, souvent, c'est comme si, ben, il subit. T'sais, il ne peut pas rien faire, il ne peut pas agir, il subit, puis c'est ça, puis ça va être ça. Donc, il n'y a pas vraiment d'action au travers de tout ça. Donc, c'est difficile de se dire, ben là, le scénario, c'est ça, puis lui, il ne peut rien faire, puis ça va être ça qui va arriver. On est encore une fois dans une forme de rigidité un petit peu, là. Et souvent, le temps aussi. Je vous donne un exemple. Des fois, j'ai des parents qui me disent ah, ben là, mon fils n'a pas payé son loyer, fait que dans 3 jours, il va être sorti de son... Tu sais, pour la première fois, mettons, dans 3 jours, il va être sorti de son appartement, puis dans une semaine, il va être à la rue, puis il va devenir junkie, puis il va... Tu sais, c'est comme... Effectivement, quelqu'un qui ne paye pas son loyer, il se pourrait qu'il y ait des démarches qui soient faites éventuellement avec la régie du logement, parce qu'il y a des droits, il y a des choses comme ça. Donc, oui, ça se peut que la personne se ramasse dans des difficultés X, Y, Z, mais c'est impossible que tout ça arrive en dedans d'une semaine, considérant les délais légaux, toutes les démarches à faire, etc. Donc, la représentation du temps, tout ça pour dire, est souvent très raccourcie ou extrapolée. Là, ça dépend toujours de la situation. Et c'est ça, la résolution de problème est comme inexistante. Là. C'est comme je vous dis, il y a une voie, il y a un scénario, puis c'est ça qui va arriver, puis c'est tout. Là. Donc, ça, c'est difficile parce que l'anticipation négative, bien, c'est ça, ça amène une rigidité, puis ça amène beaucoup de souffrance aussi parce que la personne ne voudra plus aller vers cette voie-là, puis elle ne voit pas d'autres stratégies. Donc, souvent, elle va plus tomber dans la fuite et dans l'évitement. Puis c'est souvent des situations qui sont très peu probables. C'est sûr qu'il reste une part de probabilité parce que, comme on disait tantôt, des certitudes, il n'y en a pas. Il y a toujours une chance que quelque chose arrive, mais quand même, réalistement, de manière plus rationnelle, c'est des situations très peu probables. Et évidemment, plus l'événement ou la date limite ou une situation est sur le point d'arriver, bien, plus l'anxiété chez la personne va augmenter en conséquence.
Et l'hypervigilance, dans le fond, c'est vraiment comme une loupe, je vous dirais, de la NASA. Là. Dans le fond, la personne va vraiment mettre beaucoup, beaucoup d'emphase sur un élément et ça va devenir vraiment augmenté. Donc, l'attention est dirigée vraiment vers des dangers potentiels, puis de manière extrapolée. Sinon, ben, il va y avoir aussi un certain filtrage des indices dans une situation. Donc, tu sais, si on a une situation potentiellement dangereuse, ben la personne, tout ce qu'elle va retenir, c'est les choses qui sont dangereuses, pas les choses qui pourraient venir la protéger, par exemple. Donc, ça, c'est que ça vient nourrir le scénario de peur de la personne. Parce que dans le fond, c'est des personnes qui vont beaucoup, beaucoup, beaucoup prendre de temps pour documenter leur dossier peur, si je peux dire. Donc, ce dossier-là, bien, plus il est documenté, plus elle a des arguments valides, dans le fond, pour agir de telle manière ou pour éviter des situations, parce qu'elle va avoir mis beaucoup d'énergie à remplir ce dossier-là. Et c'est ça. Dans le fond, il y a une sélection inégale des indices qui va amener certains biais cognitifs chez la personne parce qu'on a gardé que le négatif ou que ce qui pouvait être dangereux là, dans la situation. Évitement, précaution, j'en ai parlé à plusieurs reprises, mais dans le fond, c'est ça, c'est qu'on évite afin d'éviter on évite des situations afin d'éviter la souffrance. Donc, ce qu'on peut retrouver sur le plan comportemental, ben, des personnes qui vont remettre à plus tard, procrastiner, trouver des raisons, s'échapper. Sur le plan des pensées, la personne va peut-être essayer d'éviter de penser à ce qui lui fait peur, se distraire, bon, essayer de remplacer la pensée de peur par quelque chose de plus positif, ça peut être bien, ou va chercher à se convaincre aussi qu'elle a raison d'avoir peur, donc elle a raison d'éviter. Tu sais, quand je dis nourrir le dossier peur, c'est un peu ça. Et les précautions excessives, ben c'est ça, c'est que les gens vont en faire trop ou en faire plus du moins pour se rassurer dans tout ça. Fait que, tu sais, de revérifier certaines choses plusieurs fois, d'appeler plusieurs fois la même personne pour lui reposer la même question. Tu sais, c'est des choses qu'on peut voir là, au travers de tout ça. Fait que ça, des fois, ça devient un peu irritant aussi pour l'entourage parce que tu sais, quand tu réponds à une question une fois, ben, tu ne t'attends pas à la réentendre 10 fois non plus. Donc, tu sais, parce que des fois, ça tourne un petit peu en rond. Donc, sachez que ce n'est pas mal intentionné. C'est vraiment des mécanismes que les gens mettent en place pour calmer, dans le fond, leur souffrance, calmer les peurs qui les envahissent dans ces moments-là. C'était en gros les grands mécanismes là, en lien avec l'anxiété. On trouvait important aussi de vous parler un petit peu de rétablissement en santé mentale parce que dans le fond, il y a différentes stratégies qui peuvent être utilisées pour faire baisser l'anxiété, pour apprendre à vivre avec l'anxiété. Parce que souvent, les gens qui ont un trouble anxieux, l'anxiété ne disparaîtra pas forcément du jour au lendemain, mais tu peux très bien apprendre à vivre avec des outils puis à contrôler mieux ces périodes-là pour ne pas se laisser envahir, dans le fond, par des éléments d'anxiété. Donc, dans les différentes approches possibles, de base, je vous dirais, il y a beaucoup de la psychothérapie. On entend souvent parler des thérapies cognitivo-comportementales pour tout ce qui touche l'anxiété. C'est souvent les thérapies qui vont être priorisées, mais il peut y en avoir d'autres également. Puis la psychothérapie permet vraiment de venir travailler justement les pensées, tu sais, tous les filtres qu'on parle depuis tantôt, les aspects plus négatifs, l'amplification des choses. Donc, de venir travailler ces pensées-là qui amènent des biais cognitifs pour être capable par la suite de calmer le sentiment d'anxiété, pour être capable d'agir en conséquence, puis d'essayer de sortir aussi de l'évitement et de la fuite. Sur le plan de la pharmacothérapie, c'est sûr qu'il existe différentes médications qui peuvent être prescrites, notamment des anxiolytiques, des antidépresseurs. C'est sûr que la médication, c'est un outil, mais ce n'est pas un remède non plus. Tu sais, ça peut aider à calmer la personne, ça peut aider à la rendre disponible aussi, à utiliser d'autres outils, mais c'est un aspect parmi d'autres. Puis souvent, malheureusement, ces médications-là ont aussi beaucoup d'effets secondaires, donc c'est pas tout le monde qui veut en prendre ou qui en tout cas, tu sais, des fois, il y a plus d'aspects négatifs que positifs au final. Donc, oui, ça existe et puis ça peut être très utile pour certaines personnes aussi, mais c'est toujours important d'avoir un bon accompagnement par rapport à tout ça. Puis des fois, c'est long aussi avant de trouver la bonne molécule, le bon dosage, puis ça peut changer aussi au cours d'une vie. Donc, c'est souvent de l'ajustement là, à plusieurs reprises. Et au besoin, c'est sûr qu'il peut y avoir de l'hospitalisation, une période d'hospitalisation.
Ce qu'il faut savoir, c'est que l'hôpital, c'est toujours de la plus courte durée possible. Donc, admettons, quelqu'un rentre à l'hôpital parce qu'il est en train de faire une attaque de panique. Une attaque de panique, je vous dirais en moyenne, ça dure une vingtaine de minutes, on est en montée, puis après ça va redescendre tranquillement, pas vite. Ça peut prendre 1 heure, 2 heures au total, là, ça dépend toujours de chaque personne, ça peut être plus court aussi. Mais souvent, ce qui va arriver, c'est que si après ça, la personne est calme, puis il n'y a pas d'autres enjeux majeurs sur la santé ou quoi que ce soit, elle va ressortir assez rapidement de l'hôpital. L'hôpital n'est pas une thérapie, c'est vraiment, ils sont là pour stabiliser la personne un minimum et ils peuvent offrir des services à l'externe là, par la suite. Donc, de la thérapie ou quoi que ce soit, c'est plus à l'externe ou dans des organismes qui peuvent venir en aide aux personnes, là, notamment Revivre qui existe. Il y a Phobie Zéro aussi, qui ont des groupes d'entraide à Québec. Donc, il y a des choses comme ça aussi qui existent plus dans le milieu communautaire. Le rétablissement aussi, ce que je vous disais, c'est, dans le fond, le rétablissement, ce n'est pas, on ne considère pas qu'une personne guérit. Parce que, tu sais, mettons, je me casse un bras, je me mets un plâtre, mon os revient à 100%, tu sais, si je suis assez jeune pour que mes os se régénèrent rapidement, il n'y aura pas de conséquences. Mais le rétablissement en santé mentale, c'est qu'on le voit plus comme un processus. Oui, la finalité, c'est que la personne ne ressente pas ou beaucoup moins de souffrance rattachée à son trouble, mais ça ne veut pas dire que l'anxiété, comme je vous disais tantôt, va disparaître. Souvent, ça va rester quand même présent. La personne va apprendre à vivre avec l'anxiété, à vivre au-delà de l'anxiété. Puis ce processus-là, bien, ce sont des étapes. Puis c'est pas un processus qui est linéaire, là, pas du tout. Souvent, là, on a l'impression que la personne va avancer. Des fois, on a même l'impression que ça recule un peu ou que ça stagne là, durant une période, puis c'est tout à fait normal. Puis ça se peut même qu'il y ait des épisodes un peu de rechute, là, entre guillemets, dans le sens que des périodes plus difficiles où est-ce que l'anxiété va plus être présente. Fait, ça, c'est tout à fait normal aussi dans un processus de rétablissement. C'est sûr que la recette Ricardo, là, les ingrédients qu'il faut pour ce genre de processus-là, bien, c'est de l'espoir. Oui, l'espoir des membres de l'entourage, tant mieux s'ils croient en leurs proches, mais l'espoir de la personne elle-même, de s'en sortir, de retrouver un meilleur équilibre, un mieux-être meilleur, bref, d'être mieux au travers de tout ça. Des fois, il peut y avoir une redéfinition de l'identité. Un exemple facile, quelqu'un qui est, je ne sais pas moi, paramédic puis qui a vécu un gros traumatisme, bien, est-ce que il y en a qui vont être capables de retourner travailler, mais il y en a d'autres que peut-être non. Fait que, il faut se redéfinir. Hey, moi, j'étais paramédic, maintenant, je ne suis pas sûre que je peux l'être. Ça va être quoi au travers de tout ça? Ça, c'est un exemple avec plus l'identité professionnelle, mais des fois, sur le plan personnel aussi, il y a des choses qui vont changer. Quand on change soi, on se rend compte que des fois, il y a des choses dans notre entourage qui nous conviennent plus ou nous conviennent moins aussi, là. La découverte d'un sens à la vie, ça a l'air bien ésotérique dit comme ça, là, mais c'est quand même de trouver, c'est ça, des choses qui vont nous motiver, nous permettre de continuer ce processus de rétablissement-là, puis nos motivations, dans le fond, qui vont être intrinsèques, donc intérieures, propres à moi. On ne se rétablit pas d'un trouble anxieux pour satisfaire son frère, sa mère, sa blonde. On le fait parce que moi, je veux amener un changement dans ma vie. Et la responsabilité du rétablissement. Votre proche aurait beau avoir tous les services, les meilleurs psychothérapeutes du monde, de la médication ajustée à 100%, c'est sa responsabilité. Fait que même si on fait tout pour lui offrir, sur un plateau d'argent, ça reste que le rétablissement appartient à la personne qui est dans ce processus-là, puis on ne peut pas se rétablir à sa place. Fait que ça amène beaucoup d'impuissance aussi aux membres de l'entourage, puis c'est tout à fait normal. Donc, de se rappeler qu'on peut essayer d'accompagner, mais on ne peut pas faire à la place de l'autre. Sinon, ben, c'est sûr que la boussole existe depuis plus de 30 ans parce que justement, il y a des répercussions qui se font sur la famille, sur les membres de l'entourage. Ce que vous pouvez ressentir, ça se peut qu'il y ait comme des étapes de deuil. Un deuil, c'est pas uniquement lorsqu'une personne quitte physiquement la Terre. Il y a différents deuils qu'on peut faire au cours de notre vie sur une relation, sur un type de relation aussi. Ce qu'on aurait aimé partager avec une personne, finalement, c'est peut-être pas possible. Fait que ça se peut que vous ressentiez là, les différentes étapes là, du deuil par rapport à tout ça.
C'est chacun, il va à son rythme aussi. Ça se peut qu'il y ait des divergences d'opinion. Tu sais, mettons qu'on est dans, je sais pas moi, deux parents qui consultent en lien avec leur enfant, bien, ça se peut que les deux parents ne voient pas la chose de la même manière parce qu'ils ont leur relation propre avec leur enfant. Puis les impacts vont être différents selon le lien qu'on a aussi. Donc ça, c'est tout à fait normal. Puis des fois, il faut comme se repositionner aussi dans la situation, redéfinir un peu la relation qu'on a avec la personne, dépendamment, tu sais, admettons que c'est sur le trouble anxieux arrive, quoi que ce soit. Et ça se peut qu'il y ait des dynamiques relationnelles plus difficiles parce qu'on ne se le cachera pas, c'est sûr que les différents troubles de santé mentale ont des impacts sur la personne, sur l'entourage, donc sur tout le monde ensemble également. Puis il faut se rappeler que chaque personne est différente, chaque famille est différente aussi, donc il n'y a pas de recette universelle pour passer au travers d'une situation. On le vit tous à notre manière, c'est tout à fait normal. Et justement, en ce sens-là, il y a différentes réactions qui sont tout à fait normales que vous ayez. Il y en a beaucoup, en fait, tu sais, toute réaction est normale aussi. Puis nous, ce qu'on entend par contre beaucoup à la boussole, c'est de l'impuissance. Parce que, tu sais, les gens qui viennent à la boussole viennent tous consulter en lien avec une tierce personne. Fait que c'est sûr qu'il y a de l'impuissance dans tout ça parce que ce n'est pas votre vie, c'est la vie d'une autre personne. Donc, tu sais, d'essayer d'avoir du pouvoir sur la vie de l'autre, ben ça a ses limites. Donc, de l'impuissance, de la colère, de la peur, de la confusion aussi. Tu sais, des fois, on comprend pas trop, des fois, on n'est pas trop non plus familier avec, mettons, l'anxiété ou la santé mentale en général. Donc, tu sais, des fois, c'est ça, beaucoup de peur par rapport à tout ça. On ne comprend pas trop qu'est-ce qui se passe. J'ai beaucoup de personnes qui ressentent de la culpabilité aussi. J'ai-tu pas assez fait? J'ai-tu trop fait? J'ai-tu mal fait? Tu sais, qu'est-ce que j'aurais pu faire de différent? Qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer? Tu sais, ce genre de phrase-là, on l'entend très régulièrement aussi. Un sentiment d'incompétence. Hey, je ne suis pas capable d'être mettons, une conjointe appropriée, une mère appropriée, une sœur appropriée, comment ça, tu sais? De la honte aussi, parce que on ne se le cachera pas. Oui, on entend beaucoup plus parler de maladies mentales, des personnes qui vivent avec ces difficultés-là, mais ça reste quand même un sujet qui a encore beaucoup de tabous, malheureusement. Donc, on n'en parle pas forcément à l'entourage, on est gêné d'en parler. Ça se peut qu'on s'isole soi-même pour ne pas être confronté à. Ça se peut que vous développiez vous-même des symptômes, soit de dépression, d'anxiété, de la fatigue, du découragement, de l'épuisement aussi. Hein. Moi, je vois beaucoup, beaucoup de personnes qui arrivent à la boussole puis ils sont à terre, là, ils en ont plus d'énergie. Ils sont dans une situation d'épuisement, fait que c'est important de trouver son équilibre, de mettre ses limites pour ne pas être épuisé parce que ben, si vous êtes épuisé, vous ne serez plus aidant ni pour vous, ni pour votre proche avec de l'anxiété, par exemple, ni pour personne d'autre. Donc, c'est important de prendre soin de soi. C'est un peu l'image que vous connaissez peut-être du masque à oxygène dans l'avion. Quand les masques ils tombent, ils disent toujours de mettre son masque à soi avant de le mettre à la personne à côté. Parce que sinon, je risque de ne pas survivre à côté d'elle. Là. Fait que c'est important de garder l'énergie pour pouvoir continuer notre chemin. J'ai des gens qui vont eux-mêmes être dans l'hypervigilance, dans le surengagement, la surprotection. Hein, on en parlait un petit peu tantôt, il faut faire attention parce on veut que la personne ne souffre pas et c'est tout à fait louable, mais des fois, c'est que ça aide à maintenir certains comportements. Donc, c'est pas forcément toujours aidant non plus pour l'autre personne. Puis j'en ai qui sont de l'autre bord aussi, là, qui ne veulent plus rien savoir, qui sont désengagés, qui ont l'impression d'être pris au piège dans cette relation-là, qui ont juste envie de quitter le bateau. Puis souvent, c'est pas parce que les gens aiment plus leurs proches ou qu'ils le veulent plus dans leur vie, c'est juste qu'ils sont tellement épuisés qu'ils sont plus capables. Donc, c'est pour ça qu'on va vers ce genre de réaction-là. Puis il y en a d'autres qui veulent juste couper les ponts, puis c'est correct aussi. T'sais, chacun a ses limites, puis ça dépend de tout un chacun. Aussi, il peut y avoir beaucoup de ressentiment à l'égard du réseau, des professionnels, un sentiment d'exclusion aussi parce que la fameuse confidentialité fait en sorte qu'à partir de 14 ans, vous ne pouvez pas avoir d'informations sur votre proche. Fait que, c'est tous des enjeux qui sont difficiles aussi à porter. Je vous dirais qu'au Québec, on pousse pour que la famille soit de plus en plus impliquée dans les plans de traitement, justement. Mais bon, des fois, ça dépend aussi de certaines situations. Fait que ça, c'est difficile à porter pour les proches. Puis, ben, la bonne distance dans la relation, hein, ça, c'est l'enjeu majeur. C'est comment être là, mais sans s'épuiser, tout en étant bien. Ça sera peut-être pas parfait. Je vais peut-être avoir certains deuils à faire, ou réajuster mes attentes, mais trouver cette distance-là pour continuer tout en ayant ma qualité de vie
et en offrant un accompagnement aussi à l'autre personne. Donc, ça, c'est un enjeu, puis je vous dirais, c'est un des sujets dont on parle le plus aussi là, à la boussole. C'est sûr et certain. De manière générale, vous avez quelques références qu'on a utilisées pour monter la présentation que vous venez de voir. Donc, des formations, le DSM-5, des choses comme ça. Et la boussole, ben, j'ai pas expliqué les services au début, mais dans le fond, c'est ça. On a vraiment une panoplie de services, dont une ligne 24 heures, des groupes d'entraide, des suivis individuels. Fait, on a plusieurs choses. Fait que je vous dirais que le meilleur moyen pour nous rejoindre, si vous avez des questions ou si des inquiétudes, quoi que ce soit, puis tu sais, des fois, d'écouter ce genre de présentation-là, ben, peut amener des questions, peut amener des émotions pas forcément positives non plus. Fait que gênez-vous pas, on est disponible. Appelez-nous, écrivez-nous. Vous pouvez nous suivre aussi sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, LinkedIn, on a une infolette également. Donc, vous n'êtes pas seul dans tout ça, on reste disponible. Puis j'espère que cette séance d'information-là vous a permis de mettre certains mots, en tout cas sur le concept de l'anxiété au travers de tout ça. Donc, vraiment, je vous encourage à nous contacter si jamais il y a quoi que ce soit. Puis sinon, ben merci d'avoir été à l'écoute pour cette capsule. Au revoir!